une production du Studio SF. Bienvenue au Sans Filtre, podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it, je suis Dom Plante, avec moi, PH Quentin. Aujourd'hui, on reçoit Mathieu Lacombe, ministre de la Culture. J'étais très content. En fait, un invité de marque, encore dans notre lignée des invités politiques dernièrement qu'on a reçus. Spécialement, j'étais très intéressé à m'entretenir avec notre ministre de la Culture parce que, pour ceux qui savent, moi-même, je suis artiste, je suis musicien et j'étais quand même assez vocal dans les derniers mois sur différents problèmes dans notre industrie puis différentes choses qu'on pourrait améliorer puis même assez critique envers notre gouvernement et envers la CAQ. Puis, entre-temps, ils ont quand même sorti un nouveau budget dans lequel il y a un financement accru pour les arts après que le secteur des arts ait vraiment milité pour avoir plus de financement. On l'a eu, finalement. Puis, je trouvais quand même que ça montrait une ouverture puis un intérêt de nos gouvernements pour la culture, pour la soutenir. Puis, mais j'étais très curieux de le rencontrer, notre ministre, pour voir c'est quoi, lui, son réel intérêt pour les arts, puis voir s'il était réellement prêt à aller se battre pour nous, puis pour aller chercher des gains à ce niveau-là. Puis moi, je l'ai trouvé... Ça m'a quand même rassuré, en fait, de voir que je pense que c'est réellement quelqu'un qui est passionné par les arts, puis qui veut faire une différence, puis qui veut réellement soutenir le milieu culturel. Donc, bref, je vous laisse aller à la conversation, puis vous faire votre propre opinion sur le sujet, mais une belle conversation constructive, je crois. Donc, bonne écoute. Tu sais, avant, quand il y avait des grands artistes qui mouraient, puis là, je voyais mes parents avoir de la peine, les gens pleurer. Moi aussi, j'étais triste, mais je comprenais pas nécessairement ce qu'ils vivaient jusqu'à ce que ça arrive avec Carl, parce que là, c'est la première fois qu'il y a comme l'idole d'une génération, de ma génération, qui décède, tu sais. Ouais. Fait que là, j'ai comme compris ce que mes parents vivaient à ce moment-là, puis ce que les gens d'une autre génération pouvaient vivre. Puis, tu sais, ça a été complètement fou. Puis il y avait quelque chose aussi des Cowboys. Moi, l'été avant son décès, fait que pas l'été passé, dans le fond. Ouais, c'est ça. L'autre été d'avant. Ouais. J'étais au chalet de ma soeur, puis ma soeur a 4 enfants. J'étais avec mon père, ma génération, puis la génération de ma soeur, puis les 4 enfants de ma soeur. Tout le monde. Puis c'était les étoiles filantes. On chantait autour du feu. 3 générations ensemble. Tu dis ça, puis j'ai un Puis frisson. les 3, on connaissait les paroles par cœur. C'est incroyable. Par cœur. Tout le monde ensemble. 3 générations complètes qui sont allées chercher. Puis évidemment, tout le monde s'approprie les paroles selon sa compréhension puis son expérience. Puis, tu sais, mon neveu, il chantait pas la nostalgie de construire des igloos. Il construit encore des igloos aujourd'hui. Fait qu'il y avait pas la même nostalgie que moi j'avais versus mon père qui, lui, tu sais, moi, la trentaine, la bedaine, les morveux, l'hypothèque, je suis là-dedans, tu sais, optimalement pas trop, là, mais je suis là-dedans quand même, tandis que mon père, lui, il l'a passé déjà, fait qu'on avait chacun notre compréhension de cette toune-là, des étapes de nos vies, puis on chantait sur le bord du feu, puis c'est ça aussi après puis tu sais, ils nous font tout ça, leur tune. C'est ça. Jean-François Posé, là, les textes, puis tout ça, moi, je trouve que c'est un des plus grands auteurs de chansons paroliées qu'on a au Québec. Puis, tu sais, ironiquement, il n'a jamais vraiment été reconnu pour ça. Ouais, c'est vrai. Il vient d'avoir un Félix. C'est complètement... alors que pour moi, puis c'est gros ce que je veux dire, puis il faut que je sorte de mon rôle de ministre de la Culture un peu quand je dis ça, parce que je suis un peu... ça implique, mais je pense que c'est le plus grand groupe que le Québec a eu jusqu'à maintenant. Puis c'est lourd de dire ça dans le sens où c'est lourd de sens parce que, tu sais, on a des groupes comme les Beaux Dommages, Harmonium. Comme Beaux Dommages, exactement, Harmonium. Mais je l'ai dit publiquement à son décès, puis peut-être que je l'ai dit trop vite, mais honnêtement, je pense que c'est vrai parce que des groupes qui ont duré comme ça, qui étaient encore au sommet de leur popularité après 25 ans, qui ont fait rayonner autant le Québec sur la scène internationale. Parce que en France, là, les salles étaient pleines. Je suis allé voir la première de Pub Royal en France. C'était plein, là. Les gens chantaient les chansons, puis c'était plein de Français. Il y avait quelques Québécois, mais c'était plein de Français. Ça, il n'y a aucun autre groupe qui a réussi à nous faire briller comme ça, tu sais. Puis, en tout cas,
je trouve que c'est une grande perte, mais en tout cas, leurs chansons, comme on dit, leur survivent. Fait que ça, c'est une nouvelle. Puis ce qui est particulier, Carl, aussi, c'est que on le connaissait pas vraiment personnellement. Il donnait pas d'entrevue. On entendait des histoires comme de quoi c'était un bon gars, puis qu'il était simple, puis qu'il était attentif, qu'il est proche du monde, puis tout ça, mais on le connaissait pas, mais juste avec son impact par sa voix, puis sa musique, on avait cet attachement-là. Mais on avait l'impression que c'est notre ami. On le connaissait pas, on avait l'impression de le connaître plus que quelqu'un qui donne 1000 entrevues puis qui est super formaté dans ses entrevues puis que tu sais ça paraît qu'il est en mission PR dans les entrevues. Carl Tremblay, on le voyait sur la scène puis moi j'ai même pas de doute de penser que c'était le même gars dans sa vie, tu sais. Ouais. Il y avait quelque chose de très authentique. Puis tu sais, c'est vrai, il donnait pas d'entrevue, on voyait pas ses enfants. Il y a 2 filles. Puis on les voyait pas, tu sais, ils se tenaient vraiment loin. Je sais pas, je trouve que ça on est content que nos artistes donnent des entrevues, là, cela dit, mais je trouve que dans sa posture à lui, ça donnait quelque chose qui rendait ça encore plus vrai. Tu sais, il n'y avait pas de... Pas de flafla, là. Il n'y avait rien de fabriqué. Il n'y a pas de showbiz. C'était comme, voici ce qu'on a à offrir. Puis, en tout cas, moi, ça a été... Tu parlais de l'appart à Québec avec les caisses de bière. Moi, les Cowboys, c'était la trame sonore de beaucoup de moments de ma vie. Là. Ma première peine d'amour, nos Saint-Jean à Repentigny, quand on fêtait la Saint-Jean-Baptiste à Repentigny, au Parc Saint-Laurent, puis que c'était les Cowboys qui viennent de Repentigny. C'était complètement débile. Là. Puis, tu sais, les rappels qui finissaient plus de finir. Puis leur première chanson aussi, tu sais ça, les gens les connaissent moins, avant qu'il y ait le gros succès, là, mais 12 grandes chansons, Sur mon canapé, Motel Capri, ça commençait à être un peu plus connu, mais tu sais, autant leurs chansons complètement débiles, parce que oui, c'était débile comme texte quand tu regardes ça, autant leurs chansons qui ont touché, tu sais, des millions de Québécois avec, tu sais, honnêtement, moi, ça fait partie de mon adolescence, de ma vie de jeune adulte. Fait que... Moi, c'était aussi adolescent, au secondaire. Puis c'était le seul... Tu sais, c'était à l'époque où est-ce que... je sais pas pour les jeunes maintenant, j'ai l'impression que ça a changé, mais moi, à cette époque-là, j'écoutais pas vraiment, malheureusement, de musique québécoise. Puis c'était pas considéré comme cool, tu sais, dans mon cercle, dans mon milieu. Mais fait que, j'écoutais du punk, j'écoutais du métal, j'écoutais les Cowboys fringants, tu sais. Puis fait que ça a été comme une espèce d'accès, de porte d'entrée vers, justement, ma propre culture, vers ma propre musique. Puis tu sais, aujourd'hui, en plus, je suis musicien, puis je fais de la musique en français avec des artistes francophones. Mais, fait que là, c'est devenu comme un cheval de bataille, mais genre, à cette époque-là, ça a été comme le premier contact, puis aussi, fait que éveil à ce niveau-là, éveil politique aussi, parce qu'il y a des chansons super politisées, tu sais, en Berne, tout ça, c'est comme, OK, tu sais, c'est un appel l'art peut servir à ça aussi. Puis même, tu sais, je me souviens, moi, une chanson qui m'avait marqué, c'était la chanson Plus rien, tu sais, qui est super environnementaliste, tu sais, puis qui est sombre, puis qui est alarmante, puis en même temps qui est belle. Puis, fait que c'est ça. Puis à l'âge ado, c'est comme les années formatrices en plus. On dirait que ça a tellement été gros comme dans la formation de ma personne, ce groupe-là. Fait que bref. Non, c'est sûr, ça nous construit. Ils ont laissé personne derrière aussi dans toute leur carrière, au sens où est-ce qu'une fois que tu embarquais dans aimer les Cowboys, tu t'en allais plus, tu sais. Fait que je pense comme ça qu'ils ont réussi à faire l'espèce de boule de neige qui fait que c'est devenu aussi gros que c'était. C'est que depuis le début, quand tu les aimes puis tu les découvres, t'adhères à leurs propositions puis tu restes dans le bateau, tu sais. Fait que tout ce que ça fait, c'est amener d'autres mondes dans cette espèce d'affaire-là qui fait qu'à la fin, il aurait pu revenir à chaque année ces plaines d'Abraham. Les plaines auraient été pleines tout le temps, tu sais. Et si vous là, vous... non, mais malheureusement, j'ai manqué la dernière... Moi, j'étais là l'autre fois d'avant qui était allé. J'étais en voyage... Puis j'ai pas pu y aller, mais honnêtement, là, ça va être un grand regret que je vais traîner toute ma vie. Je veux pas avoir l'air trop dramatique en disant ça, mais j'aurais tellement aimé ça, vivre ce moment-là. J'en ai vécu un quelques semaines avant, à la fête nationale, la Saint-Jean. Ils étaient à Terrebonne, fait que je suis allé les voir. Puis j'ai envie de dire c'était un peu un mini Plaine d'Abraham parce que quand le show a commencé, ça frappait fort. Puis Carl était assis à un moment donné parce que c'était difficile. J'étais avec mes deux garçons. J'étais content qu'ils vivent ce moment-là quand même parce que je savais que ça reviendrait peut-être pas tant que ça. Mais j'aurais vraiment aimé ça
aller aux plaines. Ça va être un moment mythique, je pense, de la culture québécoise. C'est sûr. Ouais. Je suis persuadé. Puis tu es capable de reconnaître l'impact de quelqu'un quand le Canadien de Montréal célèbre avec son gilet au milieu, puis que plus fort que n'importe quel hymne national, le Centre Bell au complet chante les étoiles filantes d'un bout à l'autre, tout le monde ensemble. Il n'y a rien de plus qui peut unir plus que ça. Il y a des hymnes nationaux, on se sent plus ou moins concerné, ou tu sais, c'est comme plus protocolaire. Là, c'est pas protocolaire, c'était le gilet tremblé du Canadien au centre de la glace et le Centre Bell au complet qui chante les étoiles filantes. Encore aujourd'hui, j'ai l'émotion à en parler. De Washington, puis Calgary devait se demander ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est ça pour vrai. Là, c'est comme, qu'est-ce qui se passe? Tous les joueurs qui n'ont aucune idée. Puis là, tu avais 2 ou 3 Québécois des Canadiens qui sont allés sur la glace pour ça. Là. Ben ça, c'est les 2 solitudes. Hein? C'est les fameuses 2 solitudes. Exact. C'est culturellement, c'est clair qu'il y a un fossé. Ouais. Quelle belle entrée en matière pour là, parler de est-ce que c'est commencé? Oui, on roule depuis tantôt. Là. C'est comme ça, aussi informel que ça. Là. Fait que merci beaucoup d'être là. On aurait pu te recevoir avec Pizza Salvatore si t'avais voulu. Avec une bonne pizza. Une bonne pizza. Ouais. Comment ça se passe avec le nouveau budget, les nouvelles investissements en culture? Comment tu vois ça, la prochaine année jusqu'au prochain budget? Ben, ça se passe mieux que ça se passait, je vais dire ça comme ça, parce que dans la dernière année, on a eu vraiment beaucoup de pression. J'ai eu beaucoup de pression, mon équipe aussi, mais je répétais beaucoup aux gens du milieu, vous nous jugerez sur les résultats. Un budget, il y en a un par année, donc c'est sûr qu'entre 2 budgets, on peut bien avoir des manifestations puis des lettres ouvertes, puis c'est correct. Je l'ai déjà dit, ça m'a pas du tout dérangé que le milieu se mobilise. Je pense même que c'est une belle victoire collective. Mais à un moment donné, c'est sûr que j'étais dans une position où les gens peut-être avaient l'impression que je pouvais bouger dès le lendemain matin, alors que dans les faits, il fallait attendre le budget. Puis comme ministre, c'est ça le livrable. Évidemment, entre les budgets, on fait aussi des choses, mais quand on parle d'argent, ça se passe vraiment majoritairement au budget. Donc là, je suis content que ça soit passé. Comment ça que les gens passe? nous aient fait confiance. Comment ça se passe, ce genre de négo-là, entre le ministre de la Culture, puis, tu sais, on savait que le budget qui s'en venait allait pas être positif, là, tu sais, puis ça allait être encore une autre augmentation des dépenses, ça allait être encore la dette qui va augmenter encore. Comment est-ce que ça se passe quand toi, il faut que tu arrives en disant « Hey, là, faut qu'on augmente le budget en culture parce que plein de raisons, puis on en discutera plus en détail. Mais cette espèce de négo-là là, avec Éric Girard, là, de faire « Hey, faut que tu m'en donnes, sachant que c'est probablement toi qui vas manger après ça la claque quand le budget va sortir. » Ben, c'est une bonne question. Les gens, c'est ça, se demandent parfois comment ça se passe dans les coulisses. C'est sûr que c'est compliqué. C'est sûr que c'est un processus qui se fait sur plusieurs mois, le processus budgétaire. Puis honnêtement, c'est éreintant. Là. À la fin, on est un peu vidé. Puis je lève mon chapeau à Éric, notre ministre des Finances, mon collègue, parce que lui doit gérer ça avec 29 collègues, en fait. Moi, j'ai un dossier avec lui. Tous les secteurs tirent la couverte de leur bord. Ben, c'est sûr. Ma collègue au tourisme, mon collègue à l'agriculture, ils ont des revendications. Même chose en éducation puis en santé. Vous voulez qu'on en parle? C'est plus que... C'est le 3/4 du budget de l'État, à peu près. Éducation, santé. Donc, il y a énormément de demandes. J'ai d'excellents collègues qui défendent très bien leur dossier aussi. Donc, c'est sûr que c'est difficile, le processus budgétaire. Puis j'ai envie de dire... Pour un ministre de la Culture dans un gouvernement, je pense que ce sera toujours un défi de convaincre ses collègues que c'est une priorité la culture, parce que quand on est confronté à des problèmes dans nos missions, que sont la santé, que sont l'éducation, qui ont un impact demain matin. Le problème te saute d'en face. C'est ça, des Québécois. Parfois, c'est un peu compliqué de convaincre que la culture, même si tout le monde s'entend pour dire que c'est essentiel, il faudrait mettre plus d'argent. Je suis chanceux. Je suis dans un gouvernement qui y croit. Notre premier ministre aime la culture. Il sait que c'est essentiel pour l'âme de la nation québécoise. Donc, j'ai envie de croire que peut-être c'est un peu moins difficile pour moi, mais j'ai une pensée pour tous mes collègues qui m'ont précédé. Je pense que ça va toujours être un défi, mais c'est important de le faire. Donc, on fait des représentations, on explique. Je dirais que cette année, ce qui a été peut-être différent, c'est que
on s'est assis, les groupes qui représentent les artistes et moi. Le Front commun. Oui, entre autres, c'est vrai, le Front commun, puis on s'est dit les vraies choses. Puis ils m'ont dit, on veut vous aider à nous aider. Ben, on s'est entendu sur les chiffres, notamment, parce que quand on va voir le ministre des Finances puis qu'on a des sets de chiffres qui sont tous dépareillés, ben on n'est pas très crédible. Donc, on a été capable de faire un travail en coulisses. Quand je suis en coulisses, c'est pas un secret, là, mais on a été capable de faire ce travail-là dans les corridors, là, dans les salles de réunion, au-delà des manifs qu'on a vus dans les rues et tout ça. Il y a eu beaucoup de travail de fond qui s'est fait. Puis ben, à la fin, ça a donné le résultat heureux qu'on connaît pour le Conseil des arts. Mais y a-t-il un problème de communication? Parce que justement, tu sais, si les gens sont dans la rue, c'est parce qu'ils ont l'impression qu'il n'y a rien qui bouge, qu'il n'y a rien qui se passe, puis que ça avance pas ces dossiers-là. Ben, je pense pas que c'est un problème de communication. Je pense qu'à leur place, je ferais pareil. Puis en même temps, je leur lève mon chapeau de s'être mobilisés. Comme je l'ai dit, voir des gens se mobiliser, j'aurais pu trouver ça insultant ou agressant. Il y a peut-être des ministres qui auraient trouvé ça. Moi, j'ai trouvé ça beau de voir des gens se mobiliser pour la culture. Quand des gens se mobilisent pour notre culture, pour qui on est, je pense que c'est juste une bonne nouvelle. Donc, puis ils pouvaient pas présumer non plus, parce que tout ça se fait à porte fermée, là, ils pouvaient pas présumer que j'étais en train de travailler fort pour que ça se concrétise. J'avais baissé les attentes aussi. Ça, c'est ma job de le faire, même si ça vient avec beaucoup de pression. Toujours bon. Donc, Chantal Hébert a dit ça hier à Tout le monde en parle. Elle dit, ce qu'il faut que tu fasses en politique, c'est toujours baisser les attentes, comme ça tu peux toujours surprendre. On dit en anglais « low expectation, high delivery ». Fait que c'est sûr que ça m'a mis beaucoup de pression quand j'ai baissé les attentes. Peut-être que les gens avaient l'impression que j'allais pas me battre pour ça. Donc, je les comprends d'être sorti. Mais à la fin, je pense que ce qui est important, c'est le résultat. Ouais. Puis, tu sais, quand il y a une urgence comme ça, il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire dans. Parce que moi, tu sais, comme je te disais, moi, je suis musicien dans la vie. J'accompagne des artistes en tournée. Je fais des albums en studio avec des artistes francophones. Puis, dans les dernières années, je l'ai vu, le changement. Je l'ai vu, le milieu qui tombait en mode famine. Là, en musique, principalement? En musique. En musique. Des amis qui ont toujours fait ça dans la vie, qui sont les plus en demande au Québec, qui sont les meilleurs dans leur domaine, puis qui doivent se retrouver des jobs à temps partiel. Tourner à l'école, qui doivent se réorienter, qui doivent par tous les moyens, même des... Puis là, je parle des musiciens accompagnateurs, puis tout l'écosystème, mais même des artistes comme tels qui sont des noms qu'on connaît, qu'on regarde de l'extérieur, qu'on se dit... Ça va bien. Ils ont une belle carrière, ça va bien, qui se trouvent une autre job à côté parce que les arts, c'est pas assez, tu sais. Fait clairement, il y a quelque chose qui se passe, puis tu sais, il y a sans doute plusieurs problèmes, là, tu sais. Évidemment, ça prend du financement, puis ça prend probablement aussi d'autres réflexions qu'il faut réfléchir, dont on va certainement parler aujourd'hui. Mais c'est vraiment concret, dans le sens que c'est pas... tu sais, peut-être que les gens de l'extérieur se disent « OK, la crise dans le milieu des arts », mais la crise, de la vivre de l'intérieur... Tu l'as vu. Je l'ai vu concrètement, ça. Les gens dire « Bon, ben là, je peux plus faire... soit j'abandonne... » Puis tu sais, un artiste qui dit « J'abandonne... ce métier-là. T'sais. Ça fait mal quand même. C'est triste quand même. Là. C'est quelqu'un qui était passionné, quelqu'un qui veut donner, quelqu'un qui veut participer justement à cette vie-là commune de l'esprit, de la culture, puis qui nous unit, puis qui dit ben je peux juste plus, j'ai plus la force, j'ai plus les moyens. Si on a un trou qui parte, c'est à toutes nous autres que ça fait mal. Là, puis cette crise-là, toi, tu l'as vu se profiler dans les... Parce que t'es de l'intérieur. T'es à l'intérieur du monde musical. Tu l'as vu se profiler dans les dernières années. Dans les dernières années. Est-ce que c'est au tournant de la pandémie ou c'était avant ça aussi? La pandémie, ça a changé l'écosystème complètement. Puis mais moi, j'ai senti... Tu sais, il y a eu évidemment une période difficile durant la pandémie. J'ai senti après ça une espèce de boom post-pandémie. Puis je pense qu'il y a eu plus d'argent aussi. Il y a eu des mesures un peu en culture... d'urgence. Puis là, tu sais, tout le monde est reparti en tournée, tout le monde a travaillé sur des albums pendant la pandémie, ont sorti ça, puis là, il y a eu... En tout cas, moi, j'ai senti un genre de boom, j'ai senti qu'il y avait un relent, un nouveau souffle, mais après ça, 2023-2024, j'ai vraiment vu Ça s'est essoufflé. Ça s'est essoufflé, justement, puis tu sais, il y a eu...
les gens dans la pandémie, justement, on avait l'impression que les subventions, on les avait plus facilement, puis que, tu sais, justement, les projets se faisaient. Puis là, tout d'un coup, après ça, tout mon entourage, tout le monde autour de moi, il n'y avait pas leur subvention, il n'y avait plus l'écosystème pour pouvoir continuer je comprends. de ce qu'il avait construit. Ben, ce qu'il y a de particulier avec, puis c'est ma lecture de ministre, là, en même temps, je suis pas dans un studio à chaque semaine avec mon équipe, puis je vis pas la réalité comme les musiciens la vivent, mais à mon niveau, quand je regarde la situation là, à haut vol, l'écosystème musical puis les enjeux que l'écosystème musical a sont vraiment particuliers parce que c'est contradictoire quand même. Vous allez voir où je vais aller, là, mais il ne s'est jamais autant produit de musique au Québec qu'en ce moment. L'offre musicale, elle a explosé parce que là, on est en train de tourner un podcast. Les gens peuvent aussi, avec des micros, un équipement qui est assez accessible, produire des albums eux-mêmes dans leur sous-sol. Chose qui n'était pas possible avant. C'est ça, exact. C'était pas possible avant, puis ça fait en sorte que l'offre, elle a explosé. Donc, ironiquement, il n'y a jamais eu autant d'albums, autant de chansons produites au Québec, en français, mais elles n'ont jamais été aussi peu écoutées. Parce que maintenant, bon, les gens n'achètent plus de disques. C'est révolu l'époque où on allait chez HMV, chez Musigo, chez Music World. Maintenant, on consomme notre musique sur les plateformes. Et quand on se connecte à la plateforme, quand on ouvre l'application, c'est pas de la musique québécoise qui nous est proposée. Donc, c'est un peu ce paradigme-là qui a changé, puis c'est complètement contradictoire. D'un côté, on n'a jamais produit autant, puis de l'autre côté, on n'a jamais écouté aussi peu. Donc, c'est ça qu'il faut venir régler. Il y a le fait aussi que l'industrie a changé, donc c'est ça, les gens le font beaucoup chez eux. J'utilise l'image dans leur sous-sol, mais dans leur garage, dans leur chambre. Sur leur laptop, c'est surtout ça qu'il faut retenir. Comme disait Jay Scott, en bobette dans leur garde-robe, mais c'est pas que ça, juste par rapport à ça, c'est pas que ça aussi. Je veux dire, il y a encore des albums. Faire un album, faut pas non plus avoir l'image que c'est facile à faire et que ça coûte rien. Il y a encore des albums qui se font, qui ont à se faire avec des bands, en engageant des quatuors à cordes, en engageant, tu sais. Puis différents styles de musique demandent des méthodes d'enregistrement, des moyens différents, mais ça peut pas devenir la norme aussi que la musique, ça se fait tout seul dans sa chambre. Non, parce que il y a tout un écosystème qui dépend de ça aussi, puis les musiciens, puis tous des ingénieurs de son. Non, t'as tout à fait raison, je suis d'accord. Puis là où je voulais aller, c'est dire, on a comme cette situation-là qui est un peu contradictoire, puis il faut poser des gestes, puis il faut adapter, par exemple, la façon dont on finance l'industrie musicale à cette nouvelle réalité-là. Donc, tu sais, on a beaucoup d'artistes maintenant qui sont autoproduits. Ben là, il faut qu'on ouvre la porte à ces artistes autoproduits, et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, on essaie d'adapter nos façons de faire. En parallèle, il faut s'assurer que sur les grandes plateformes, la musique québécoise elle soit mise de l'avant, elle soit proposée, ce qu'on appelle la découvrabilité. Il faut qu'on soit capable de découvrir, comme quand on allait chez HMV, chez Musigo, Music World, on arrivait... On fouillait, puis qu'on trouvait. Puis on se faisait recommander des albums. Il y avait une mise en marché qui était ça, faite. T'arrives, puis il y a une pyramide avec les derniers albums. Exact, ça donnait au moins l'envie d'essayer, d'écouter. On peut pas choisir ce qui nous est pas proposé. On peut pas aimer ce qu'on connaît pas. Donc, la découvrabilité, elle est importante. Puis ça va faire en sorte la découvrabilité, parce que c'est pas avec les grandes plateformes que les musiciens québécois vont gagner leur vie, même s'ils sont 10 ou 100 fois plus écoutés. Mais ça va inciter les gens, après ça, probablement à acheter des billets pour les spectacles, pour les concerts, pour les festivals où ces artistes-là vont jouer. Et ça, c'est ça qui va permettre aux artistes de vivre, aux musiciens de vivre de leur art, de leur métier. Donc, c'est le grand chantier qu'on a devant nous. Puis, on a posé plusieurs gestes. On pourra peut-être en parler tantôt. Mais il faut aller vers cette nouvelle façon de fonctionner. Quel pouvoir on a contre les géants du monde du streaming? Tu sais, Spotify, prenons Spotify comme exemple. Moi, c'est sur ça que j'écoute ma musique. Quel pouvoir on a au niveau législatif pour que Spotify propose plus de musique québécoise? On a, j'ai envie de dire, prudemment, on a tous les pouvoirs dans le sens où on a la compétence d'agir. Quand je suis arrivé comme ministre de la Culture, j'avais 34 ans, donc un jeune ministre. Puis quand j'ai parlé de ma volonté d'encadrer les géants comme Spotify, comme Apple Music par exemple, mais aussi Netflix, Disney, etc., les gens roulaient un peu des yeux puis se disaient, bon,
Voici un jeune ministre idéaliste qui pense que le Québec est assez solide pour mettre au pas les géants. Là, j'ai regardé ça puis je me suis dit, bon, moi, je suis intimement convaincu que non seulement on a la responsabilité de le faire comme nation, mais que comme État québécois, on a les moyens aussi, puis que c'est dans notre champ de compétences. Parce que les gens disaient, bon, de toute façon, ça relève du fédéral. Je suis en désaccord avec ça. Puis de toute façon, les géants vont jamais se plier à une législation québécoise. Je suis aussi en désaccord avec ça. Donc, je me suis entouré d'experts. Je me suis dit, je vais m'entourer de gens qui ont beaucoup de crédibilité, qui ont une feuille de route très bien garnie. Et finalement, ce groupe d'experts, Louise Baudouin, Véronique Guèvremont, qui est titulaire de la chaire UNESCO à l'Université Laval, Louise Baudouin, évidemment, qui a été ministre de la Culture, qui a été déléguée générale du Québec à Paris, Clément Duhem, qui a été numéro 2 de la francophonie de l'OIF dans le monde, puis Patrick Taillon, qui est prof de droit constitutionnel à l'Université Laval. Puis les 4 sont venus confirmer ce que je prétendais depuis plusieurs mois, c'est-à-dire qu'on a la compétence d'agir. Donc là, on avance. Je vais déposer dans les prochaines semaines un projet de loi, puis on est capable de le faire. Le Canada l'a fait, mais il n'y a pas consensus à Ottawa, donc c'est important qu'au Québec, on le fasse. Il y a des petites juridictions en Europe qui l'ont fait aussi. Là, l'Union européenne, plus largement, s'est donné un cadre aussi. Donc, pourquoi pas le Québec? Moi, je pense que qu'est-ce qu'il y a dans ce projet de loi-là, concrètement? C'est vraiment au niveau de comme l'algorithme pour les gens qui sont géographiquement sur le territoire du Québec? Bien, l'objectif, c'est effectivement que quand vous êtes un utilisateur québécois, que vous êtes ici chez nous, quand vous ouvrez Netflix, par exemple, pour l'audiovisuel, ou Apple Music, Spotify, pour écouter de la musique, que vous ayez l'impression d'arriver au Québec. Un peu comme le principe de la librairie ou dans le temps de HMV, quand vous rentriez chez HMV au Québec, vous aviez pas l'impression d'entrer dans un HMV de New York. Vous aviez l'impression d'arriver au Québec. C'est la même chose pour nos librairies. Quand vous entrez dans une librairie québécoise, vous voyez tout de suite que vous êtes au Québec. Après, vous pouvez acheter un livre américain, vous pouvez acheter un livre, vous pouvez acheter ce que vous voulez. Mais vous avez les auteurs québécois sont de l'avant dans la librairie. Donc, on veut recréer ça dans l'environnement numérique en donnant cette obligation aux géants de s'y plier. Puis pourquoi TikTok, ils font quand même bien, je sais pas, parce que, mettons, j'étais à Barbade là, quelques semaines, puis là, t'arrives à Barbade, t'ouvres TikTok, puis là, c'est juste des créateurs antillais ou des Caraïbes qui sont là, puis là, tu vois juste des créateurs antillais. Puis là, tu reviens au Québec, puis là, ça te repousse des créateurs québécois. C'est quand même... j'ai trouvé ça quand même vraiment intéressant parce que ça te permet d'arriver vraiment dans la place puis de là, vivre cette culture-là ou cette sous-culture-là. Si je connais moins TikTok, mais si on est capable de recréer ça, comme tu l'expliques, comme tu l'images, sur Netflix, par exemple, on va être gagnant. Quand je fais une mission internationale, par exemple à Paris, où je vais parce qu'on a des intérêts communs avec la France, on a un partenariat puis une relation de travail super avec eux, ben quand on ouvre Netflix à Paris, on n'a pas l'impression d'arriver aux États-Unis. Mais quand on ouvre Netflix au Québec, c'est pas vrai qu'on a l'impression d'arriver chez nous. On a l'impression d'arriver aux États-Unis. En Amérique. Puis ça, pour moi, c'est un problème. Puis en France, parce que c'est réglementé... Oui, exact. Parce qu'en France, il y a eu l'adoption, en fait, en Europe, d'un cadre. Puis en France, ils sont même allés un peu plus loin parce que chaque pays membre de l'Union européenne peut décider d'aller un peu plus loin. Donc, ils sont allés plus loin et ça a donné des résultats. C'est à peu près le tiers de ce qui est sur la plateforme, qui est du contenu original français. Puis c'est aussi ce qu'on veut recréer au Québec. Donc après, parce qu'on est beaucoup là-dedans aussi, la liberté de choisir, les gens peuvent choisir ce qu'ils veulent. Peuvent écouter ce qu'ils veulent. Mais je le répète, on ne peut pas choisir ce qui ne nous est pas proposé, on ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Fait que donnons-nous au moins cette chance-là. Puis après, parce que les chiffres sont éloquents, là, quand on parle de la musique, c'est 5%. 5% seulement de l'écoute, bon an, mal an, là, si on prend toutes les statistiques. Puis j'avais vu 6, mais 5, c'est encore... c'est ça dépend des sources et tout, mais à peu près 5% de l'écoute qui est de la musique québécoise francophone chaque année au Québec. Puis ça, c'est une grosse partie de ça est au jour de l'an puis à la Saint-Jean. Il y a 2 pics, effectivement. Fait que c'est ça. Les fêtes, puis la fête nationale. C'est assez incroyable. Puis tu sais, moi, j'en ai parlé, puis j'étais allé même à l'émission de Il restera toujours la culture avec Émilie Perrault, parler exactement de ça. Puis c'est pas parce qu'il n'y a pas d'offre, puis pas parce que l'offre est pas bonne, là, de la musique au Québec. Ah oui? On a un talent puis une expertise qui est incroyable. Là, et on n'en a jamais autant produit, donc c'est sûr qu'il y a du bon là-dedans. Là. Puis c'est sûr que n'importe qui recherche puis qui se fait proposer de la musique peut trouver
quelque chose qui est à son goût. Là. On a tellement une belle variété d'offres, mais tu peux pas, comme tu dis, tu peux pas aimer ce que tu connais pas, puis tu peux pas aussi te faire à l'oreille. Tu sais, la musique en français, je veux dire, ça a une musicalité qui est différente aussi, puis ça prend du temps d'adaptation pour y être exposé. Si chaque fois que tu entends la musique en français, tu l'entends tellement jamais que tu fais « Ah, c'est différent, c'est bizarre, j'écouterai pas ça, c'est pas bon », ben ça ne deviendra jamais... bon pour ces personnes-là. Non, exact. Ça nous influence. On parlait tantôt des cow-boys fringants, puis de comment, pour toute une génération, ça a influencé autant politiquement, peut-être notre désir de se battre pour qui on est, autant ça venait faire vibrer une fibre nostalgique. C'est important de s'écouter, puis de s'entendre dans nos chansons. Puis quand je prends les films puis les séries de télé, c'est important de se voir à l'écran aussi. J'ai 2 jeunes enfants encore. Puis quand on est sur Netflix, ben c'est surtout des séries où les enfants vont faire du surf à Malibu dans un climat qui est totalement pas le nôtre, avec un sens de l'humour qui est pas le nôtre non plus, évidemment, pas dans notre langue. Même si on l'écoute en français, c'est un français qui est international, c'est pas un français qui est québécois. Donc, c'est important de se voir, de voir nos paysages, de s'entendre, d'entendre notre humour, d'avoir des scènes où les enfants jouent dans la neige. C'est ça, c'est qui on est. Donc, si on se voit jamais à l'écran, ben, à un moment donné, on va être beaucoup influencé par ce qu'on consomme qui vient des États-Unis, puis la culture québécoise va s'américaniser de plus en plus. C'est pas ça qu'on veut. On veut garder notre couleur. Absolument. Je pensais que tu allais embarquer. Non, mais j'avais une idée, mais... Je peux continuer. Aujourd'hui, là, on enregistre... on sait pas... qui va être le... Ben, on se doute de qui va être le premier ministre du Canada. On ne sait pas dans quelle proportion il va l'être. Mais ce qu'on sait, par exemple, c'est peu importe qui va être le premier ministre du Canada, on n'a pas ressenti beaucoup d'intérêt pour le Québec durant cette campagne électorale-là. Puis, j'ai l'impression que défendre la culture québécoise dans le prochain 4 ans va être un enjeu assez important puis majeur. Oui. Et j'ai envie de dire difficile parce que, encore une fois, essaie de démontrer à quelqu'un que la culture, à quelqu'un qui s'y intéresse pas puis qui la connaît carrément pas, essaie de prouver que c'est important. Quelle est la position à adopter du Québec face au fédéral pour défendre notre culture, pour essayer de démontrer son importance puis d'aller chercher le plus de support possible? Écoute, cette question-là, elle est tellement importante, puis je pense que on n'en a peut-être pas collectivement assez pris la mesure, c'est-à-dire il y a actuellement, et je fais attention à ce que je dis parce que c'est pas contre un parti ou contre... Mais de toute façon, là, ce que tu vas dire aura aucun impact sur l'élection. C'est ça. C'est aujourd'hui qu'on vote. Là. Mais ce que je veux dire, c'est que je veux pas que ce soit perçu comme je prends pour un parti ou pour l'autre. C'est important que je fasse peut-être cette mise en contexte-là, mais je pense qu'on prend mal la mesure de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire, avec ce qui se passe au sud de la frontière, il y a actuellement une vague de nationaliste canadienne qui est très, très forte. Et je pense personnellement que c'est probablement la plus grosse opération d'édification de la nation canadienne, donc de nation building canadien, depuis les commandites, pas le scandale des commandites, mais depuis l'opération que le fédéral avait fait pour dire, après le référendum, on est Canadien, on est fiers d'être Canadien, le Canada est un beau pays. On peut être d'accord ou pas avec ça, c'est pas ça mon point, mais c'est que plus ça se passe, plus il y a un risque que la nation québécoise puis la culture québécoise soit mise de côté. Puis quand je parle de culture québécoise, dans ce contexte-là, je parle pas juste de musique, je parle pas juste de théâtre, de films, puis je parle de qui on est, je parle de culturellement qui on est, de nos valeurs aussi. On a vu dans les dernières semaines mon collègue à la justice dire le Québec devrait pouvoir nommer ses juges parce que ces juges-là, c'est eux après qui vont entendre les causes, par exemple au sujet de loi votée démocratiquement par l'Assemblée nationale du Québec. Le gouvernement fédéral a dit ben ça nous intéresse pas, alors que ils ont la responsabilité, ils ont l'obligation constitutionnelle, par exemple, de négocier avec nous. Même chose pour l'immigration, qu'on soit en faveur de plus ou de moins d'immigrants au Québec. Encore une fois, je suis pas en train de dire qu'une ou l'autre des options est la meilleure. On pourra en débattre, mais mon propos aujourd'hui, c'est pas ça, c'est plutôt de dire c'est à nous de décider.
Donc, pourquoi est-ce que le Québec pourrait pas avoir ces pouvoirs-là alors que ça a un impact direct sur notre nation? Donc, je pense que dans les prochaines années, il faudra être vigilant parce que on a vu aussi le ministère de la Culture à Ottawa, le ministère du Patrimoine, en fait, lapsus, être renommé ministère de la Culture et de l'Identité. On a parfois des visions différentes de ce qu'on devrait faire sur la scène internationale. On est capable de travailler ensemble, par contre. J'ai hâte de voir qui sera mon prochain homologue à Ottawa. C'est ça. Mais il faut travailler ensemble, puis il faut absolument qu'Ottawa respecte le fait que le Québec est une nation distincte. On n'est pas seulement un groupe culturel dans l'ensemble canadien, on est une nation. Et à ce chapitre-là, ben, on doit avoir de l'autonomie. Puis, je termine là-dessus, mais je suis beaucoup de l'école de l'unilatéralisme. C'est Guillaume Rousseau qui parlait de ça, Patrick Taillon aussi, c'est-à-dire, quand c'est dans notre compétence, quand on est intimement convaincu que c'est dans nos champs de compétences québécois, posons les gestes. Ce que je suis en train de faire, par exemple, pour les plateformes, c'est un bon exemple. On pose le geste, on est intimement convaincu, on n'attend pas la permission d'Ottawa, on y va. Puis c'est comme ça qu'on va rendre le Québec plus fort en se donnant des lois qui vont nous permettre d'être plus autonomes puis de protéger notre spécificité culturelle comme nation. Parce que si on attend toujours après Ottawa, la permission d'Ottawa, ben, évidemment, ça arrivera jamais parce que dans leur esprit, le Canada est un pays. Et c'est un pays unitaire dans leur esprit, alors que dans notre esprit, le Canada, c'est un pays multinational. Il y a plus qu'une nation au Canada. Moi, c'est ça qui me... Excuse-moi, j'en avais déjà parlé à amener vraiment longtemps dans un podcast, mais moi, c'est premièrement, c'est ça qui m'a fait devenir indépendantiste dans l'âme, c'est la peur viscérale que la culture québécoise disparaisse. Des fois, je me réveille la nuit en pensant à ça. Je suis sérieux. Ma blonde, elle me trouve tannant parce que quand j'en parle, je deviens tout le temps émotif parce que ça me fait peur. Puis, tu l'as bien dit, je pense que la campagne électorale fédérale qu'on vient de vivre, c'était le wet dream fédéraliste, là, où est-ce que tout le monde s'unissait derrière le drapeau canadien, puis à travers tout ça, moi, un peu comme ce que tu dis, moi, je me dis, ben, on vit un réel danger, là, culturellement, là, que là, comme tout le monde commence à se dire, ben, OK, ben oui, c'est vrai, on est Canadien derrière un premier ministre qui parle très mal le français, puis tu sais, puis j'en avais parlé, j'en ai demandé aussi à Mélanie Joly d'avoir son opinion par rapport au fait que son chef a l'air de n'avoir jamais rien eu à battre, là, tu sais. Fait que moi, ça me paralyse, puis je trouve que c'est le feeling que j'ai en sortant de la campagne électorale qu'on vient de vivre, de dire, OK, on a laissé collectivement complètement de côté le Québec dans cette campagne-là, là. Puis tout le monde se ralliait derrière, en plus, le rouge libéral, tu sais, la couleur du fédéral, tout le monde se ralliait derrière cette espèce de parti-là en disant, oui, c'est ça, tu sais. Pour évidemment plein de raisons, légitimes ou non, de vouloir bloquer Pierre Poilievre ou toutes les raisons, peu importe. Mais moi, c'est ça qui me marque le plus à la sortie de cette campagne-là, c'est de faire... On en a oublié le Québec, on dirait, dans cette campagne-là. Mais le risque, puis je sais pas si je l'ai bien exprimé, mais pour moi, le risque, donc, là, si je fais du surf sur ce que tu viens de dire, c'est qu'à un moment donné, nous, le Québec, là, souvent, quand il y a des décisions qui se prennent à Ottawa ou quand il y a une décision à prendre, on dit toujours, on essaie de convaincre les Québécois, ça, c'est pas bon pour le Québec parce que c'est un empiètement dans nos champs de compétences, par exemple. Il n'y a rien qui parle moins que ça aux citoyens ordinaires qui vivent des problèmes là, dans son salon, qui essaie de voir. Fait que quand le fédéral vient empiéter dans nos compétences, ça affaiblit le Québec. Nous, comme gouvernement québécois, peu importe la couleur du gouvernement d'ailleurs, les libéraux, quand ils étaient au pouvoir à Québec, le faisaient aussi, on défend notre champ de compétences. Mais il faut que les Québécois nous suivent. Puis le risque, c'est quand il y a une vague de nationalistes canadiennes comme ça, mais c'est que les Québécois trouvent ça moins important parce que, ben là, ils sont fiers d'être Canadiens. Puis c'est correct. On peut être fier d'être Canadien, mais qu'on en vienne conséquemment à dire « Ah, c'est pas grave cette bataille-là, faisons-la pas. Ah, c'est pas grave cette bataille-là, faisons-la pas. » Puis quand on les additionne, ben ça donne quoi? Ça donne un gouvernement du Québec affaibli, ça donne une nation québécoise affaiblie dans la fédération devant un gouvernement fédéral qui prend toujours plus en plus de place, puis qui décide pour nous.
Donc, le changement, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Le changement, on le constate après 10 ans. On se réveille puis on se dit, voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il faut toujours rester vigilant. Il faut toujours rester vigilant devant donc cette vague-là de nationalisme canadien. Puis les Québécois qui nous écoutent, là, j'ai envie de leur dire, quand on se bat pour l'autonomie du Québec, c'est pas des petits dossiers, puis c'est pas des anecdotes, parce que quand on met tout ça ensemble, comme je disais, à la fin, ça peut vraiment faire une différence. J'ai lu une citation hier qui disait « Au quotidien, t'as jamais l'impression que rien change, mais quand tu te retournes de bord et tu regardes en arrière, il n'y a rien qui est pareil. » Exact. C'est quand même hot. C'est ça pour vrai. Là. C'est comme à chaque jour, tu fais comme ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Puis l'année, tu te tournes, tu fais tabarnak, man. Mais moi, j'allais faire une comparaison beaucoup plus ordinaire et moins poétique. Parce que j'allais dire, c'est un peu comme aujourd'hui, je mange un hamburger avec des frites. Aujourd'hui, j'irai pas au gym, je ferai ça. C'est pas grave. Je vais souvent, puis on a toujours une bonne raison. Puis on dit tout le temps, puis ça. Puis là, après un an, on se en fait, j'allais dire, on se regarde, mais wow, on met notre maillot, puis on dit, oh, il va falloir que j'en achète un plus grand. Ben, c'est un peu la même affaire. On le voit pas au quotidien, on le voit pas à chacun des dossiers. Mais après 1 an, 2 ans, 3 ans, ben, on se rend compte qu'il aurait fallu se battre. Là, je pense qu'on le fait bien. Moi, je suis content de ça, puis je suis fier que notre gouvernement, ça c'est le côté plus partisan, là, fasse ces batailles-là, qu'on n'attende pas après Ottawa, qu'on réussisse à poser des gestes. Mais bon, c'est sûr que ça fait pas toujours l'unanimité. Il y en a qui voudraient qu'on aille moins loin, il y en a qui voudraient qu'on aille plus loin. Donc, ça me fait penser qu'on est peut-être à bonne place. Il y a eu des tentatives au fédéral de réglementer, tu sais, justement à l'époque de Mélanie Joly qui était à la culture, de réglementer Netflix, justement. Puis ça l'a pas donné grand-chose. Je pense que depuis 2017, il y a un film québécois qui s'est fait avec l'argent qui sont obligés de réinvestir en culture au Canada. C'est quoi le film? C'est un film... Avant le déluge? oui. C'est le film survivaliste. Ouais. Tu sais, c'est un bon film, c'est super cool. Ouais. Sauf que c'est la seule retombée qu'on a vue de cette grande mesure-là, finalement, que Netflix va réinvestir en culture. Fait que, quand tu sais, tantôt, plutôt, tu disais, ces plateformes-là voudront pas se plier à nos législations, nos demandes, mais c'est ce que les gens ont-tu réellement le pouvoir de ne pas se plier quand il y a une loi? Je veux dire, sinon, moi, je pense qu'elles vont se plier, mais il y a des gens qui me critiquaient en disant, voyons, elles vont rire de nous. Moi, je pense pas. Mais leur option, c'est quoi? C'est juste de ne pas offrir le service. Ils feront pas ça. C'est toujours la menace, mais en même temps, pourquoi est-ce qu'en Europe, ça se fait puis que ça pourrait pas se faire au Québec? C'est comme quand on est arrivé avec nos lois sur l'affichage en français, sur le fait que quand on a des appareils, il doit avoir du français. On se faisait dire, des appareils électroniques qui nous sont vendus, on se faisait dire, voyons, le Québec sera pas traité différemment du reste, les entreprises vont partir. Ça arrive jamais. Je veux dire, on est quand même un marché de 9 millions de personnes. C'est intéressant pour les entreprises. Puis la journée où on aura un cadre législatif, je vais déposer mon projet de loi. J'espère qu'il va être adopté. J'ai bon espoir que ce sera le cas. Ben, les plateformes, elles vont se plier. D'ailleurs, à Ottawa, en ce moment, il n'y a pas de guerre avec les plateformes et ils ont adopté le projet de loi C11, qui est un projet de loi canadien. Nous, on veut un projet de loi québécois parce qu'on a entendu les conservateurs, par exemple, dire que de leur côté, s'ils étaient élus, ils abrogeraient C11. Donc, il n'y a pas unanimité. Il va toujours avoir un risque à Ottawa. Il faut se donner une unité au Québec parce que nous, tous les partis sont d'accord avec cette idée-là. Donc oui, réponse longue, là, mais sinon, réponse courte, oui, les plateformes vont se plier. On a déjà des discussions avec elles. Elles me semblent ouvertes d'esprit. Ça ne fait pas leur affaire, c'est sûr. Mais si on se base sur ce qui s'est fait ailleurs, je pense que oui, elles vont se plier. Puis comment ça a été? Parce que on a toujours réglementé, mettons, je prends encore l'exemple de la musique parce que c'est le mieux que je connais. On avait un écosystème, on avait réglementé avec les quotas à la radio, tout ça. Puis là, il y a ces nouvelles plateformes-là qui arrivent, puis ça nous prend 10 ans avant d'allumer, faire « Hey, il faudrait peut-être réglementer quelque chose là-dedans parce que là, on n'est pas vite à... » C'est la démocratie, mon cher. C'est plus long. Mais les nouvelles technologies, c'est comme si le politique les comprend 10 ans trop tard, un peu. Ben, c'est une excellente question. Écoute, les gouvernements sont toujours plus lents que la société, c'est-à-dire
On constate les changements, puis après ça, les changements qui s'opèrent dans la société, en musique, par exemple, en culture. Vous voyez les impacts de ces changements-là. C'est ça, puis là, on s'adapte. Donc, on propose, puis quand on prépare un projet de loi, le faire adopter, le mettre en application, ça se fait pas en 6 mois. Il faut bien faire les choses, il faut prévoir les sommes, c'est de l'argent public, etc. Donc, c'est toujours plus long que ce qu'on voudrait, c'est sûr. Mais quand je suis arrivé en poste, je me suis dit, bon, ça n'a aucun bon sens. On parlait des champs de compétences. On voyait Ottawa arriver dans ce champ de compétences-là québécois, à mon sens, avec ses grosses bottes. Le projet de loi C11, c'est pas un mauvais projet de loi. Encadrer les plateformes par le gouvernement du Canada, c'est pas une mauvaise chose. Mais c'est pas juste à Ottawa de le faire. Le Québec aussi a son rôle à jouer. Donc là, je me suis dit, bon, parfait, on se relève les manches, on part. Puis je vous ai expliqué tantôt quelle a été ma stratégie. Mais il fallait le faire. Mais idéalement, ça aurait dû être fait effectivement aussitôt que le changement arrivait. Mais encore une fois, on parlait de changement. Tantôt, le changement, il s'opère quand on s'en rend pas vraiment compte. Là. Puis à un moment donné, on voit, OK, là, il y a des statistiques qui sortent. On est capable de le quantifier. 5% seulement de l'écoute en ligne. Et ce sont des chansons québécoises, ça n'a pas de sens. Ouais. Donc là, on se met en action. Mais bon... Idéalement, on voudrait voir plus d'avance, mais c'est pas toujours possible. Puis, tu sais, clairement, ça, c'est une piste des solutions de réglementer l'algorithme, finalement, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose qu'on peut faire? On devrait pas, le monde va me trouver peut-être radical, mais on devrait-tu pas mettre une taxe substantielle sur Netflix, puis que l'argent de cette taxe-là revienne aux artistes? Parce que c'est eux autres qui financent, c'est eux autres qui nourrissent cette plateforme-là gratuitement, qui donnent leur musique. Cette plateforme-là génère des millions et des millions. Mais tu sais, je comprends le consommateur. Tu veux dire mettre la taxe taxer les compagnies, le consommateur? Tu sais, fait que mettons, tu t'abonnes $15 sur ton Spotify par mois, puis là, tu payes $3 de taxe qui est remis aux artistes. Ici. Ouais. Même plus. Pas fou. Comme à l'époque, on achetait des CD. Ouais, ben oui. Pour les graver. Parce qu'en ce moment. Pour aller les graver. Puis là, on avait une redevance là, à payer, ou sur les disquettes, je me rappelle aussi, on avait ça. Parce que, tu sais, Spotify, pour le consommateur, c'est incroyable. Tu sais, je veux dire, moi-même, en tant que consommateur de musique, mélomane, amateur de musique, j'utilise Spotify. En tant qu'artiste, j'utilise Spotify aussi, mais un peu à contre-cœur parce que je sens que j'ai pas le choix et que je suis prisonnier de ce système-là qui me bénéficie pas. Mais si je suis pas là, ben, j'existe pas parce que les gens sont là. Mais pour le consommateur, payer 12$ par mois pour avoir accès au prix d'un album, finalement, pour avoir accès à toute la musique. Moi, je paierais le double de ça, ça me dérangerait même pas. Là. Ben, c'est un excellent deal, même trop beau pour être vrai, finalement, parce que justement, ben, le deal, il fonctionne pour le consommateur, il fonctionne pour Spotify, mais il fonctionne pas pour les artistes. C'est fait qu'il y a quelqu'un dans le loop, vu que le deal est trop beau pour être vrai, qui est perdant. Mais si c'était 20$ au lieu de 12, le consommateur, d'un, il penserait peut-être à 2 fois avant de s'abonner à une multinationale puis d'envoyer de l'argent dans d'autres pays plutôt que l'argent reste au Québec. Puis de 2, ben, le 20$, s'il y a 8$ qui va directement à refinancer les artistes qui font ça presque bénévolement, finalement, ben, me semble que ça crée... En tout cas... Je dis ça de même, mais ça me paraît, puis je suis pas le seul. J'ai entendu des groupes aux États-Unis aussi demander la même chose. Puis, mais là, mettons, juste pour... on discute là, au cabinet. Là. C'est ça. Mais la taxe, mettons, la taxe est perçue au Québec par le gouvernement du Québec puis réinvestie dans les artistes québécois, ou c'est une taxe qui est perçue partout puis réinvestie dans tous les artistes partout? Ben, je veux dire, après ça, chaque pays fait bien ce qu'il veut avec c'est ça, mais c'est pas international. C'est nous qui met la taxe. On met une taxe au Québec. Ça se fait-tu, ça? Taxer des produits qui sont de compagnies tierces? Oui, tout à fait. On est capable. On a ce pouvoir-là. On le fait sur des cigarettes, dans le fond? Ben, parce au début, Netflix n'avait pas de taxe. Après ça, il y a eu une taxe. Puis là, ça a été perçu comme courageux de mettre une taxe sur Netflix par le gouvernement qui était là à l'époque. Je comprends pas qu'est-ce qui est courageux d'avoir une taxe sur quelque chose que tu achètes au Québec quand il y a des taxes sur tout. On est d'accord. Là-dessus. Là, je pense qu'il fallait effectivement que ça soit fait. C'est le précédent gouvernement qui l'a fait. Même, ça pourrait être davantage. Mais quand on achète des pneus, on paie un frais pour le recyclage. Quand on a... Il y a souvent cette relation-là entre un bien qu'on achète et le prix qu'on paye. Donc, dans le prix, parfois, il y a une compensation ou il y a un frais qui est lié à l'usage qu'on va en faire. Bref,
Quand on prend Uber, par exemple, puis qu'on fait une course, ben, il y a un 50 sous qui va au ministère des Transports du Québec pour dédommager les propriétaires de taxis qui avaient payé très cher pour leur permis. Donc, il y a plein de choses qui se font. Je trouve que c'est une discussion qui est intéressante. Puis j'ai mandaté un groupe d'experts, le groupe de travail sur l'avenir de l'audiovisuel au Québec, qui va me remettre ses recommandations là, dans les prochaines semaines. Ils vont avoir travaillé là-dessus pendant des mois parce que je leur avais demandé, si vous regardiez aujourd'hui le système qu'on a, c'est surtout pour l'audiovisuel, donc les films, les séries télé, mais la musique, je pense, je veux pas présumer de leur rapport, mais je pense qu'ils vont aussi le couvrir. L'idée, c'est vraiment de voir si on partait d'une page blanche aujourd'hui, là, puis qu'on n'utilisait plus le système qui date des années 70 où Internet n'existait pas, comment on le dessinerait aujourd'hui? Est-ce que c'est avec ce genre de redevance-là? Est-ce que c'est en modifiant le crédit d'impôt? Est-ce que c'est en ayant plus ou moins de programmes? Comment on fait avec l'argent qu'on a? Comment on peut peut-être faire ça de façon plus intelligente, adaptée au 21e siècle? J'ai hâte de voir ça va être quoi la recommandation. Mais je trouve que c'est une discussion qui est intéressante. Oui, vraiment. Parce que l'autre côté de ça, tu sais, au final, admettons qu'on décide en tant que société que l'art est accessible puis pratiquement gratuit, puis qu'on dit ben les musées sont gratuits, le théâtre est gratuit, puis la musique est gratuite, mais la musique c'est qu'elle est déjà un peu gratuite ou presque. On peut se dire ça comme société, de se dire on veut que les citoyens aient accès le plus facilement possible à l'art, mais si on décide qu'on fait ça, ce qu'on a déjà un peu fait pour la musique, il faut que de l'autre côté, ceux qui créent puissent vivre, puissent survivre. Fait que là, c'est-tu par un revenu minimum garanti? Tu sais, en France, ils ont des systèmes comme l'intermittence qui fait que quand tu travailles dans un domaine plus de temps d'heure, tu as accès du chômage, là, pratiquement. Tu as accès à un revenu de base, finalement. Mais ça pour dire que ça peut être aussi quelque chose qu'on se décide qu'on s'offre en tant que société, que l'art est accessible, ce qui est déjà le cas, malheureusement, pour la musique. Oui, t'as raison. Mais on n'a pas de système pour le financer. Ce qui est le cas aussi pour je veux dire, Netflix à 16$ par mois. Là. Ouais. C'est gratuit. Là. Rendu là, écouter des séries à plus être capable d'en écouter. Là. Ouais, il y a une différence. Puis la différence, c'est ça. Peut-être parfois, elle est moins perceptible pour le citoyen. Lui, il ouvre son application, puis il se sert dans ce qui l'intéresse. Mais pour les séries télé, par exemple, ou les films, Netflix, si on prend cet exemple-là, va payer pour... Il les acquiert. C'est ça. Donc, il en fait l'acquisition. Sur les plateformes musicales, la situation est vraiment différente. C'est ce que je disais tantôt. Le paradigme a changé complètement. C'est-à-dire que tout le monde dépose sa musique là. Et si elle est écoutée, il y a une redevance qui est versée. Mais la redevance, d'abord, elle n'est pas très élevée. Là. C'est le moins qu'on peut dire. Puis deuxièmement, c'est difficile de trouver des produits, donc des œuvres québécoises sur les plateformes. Donc, parce qu'ils ne sont pas très bien découvrables. Donc, en musique, ce qu'on disait tantôt, c'est le modèle a changé. Maintenant, la façon que les musiciens, et là, je ne veux pas parler pour eux, là, mais c'est ce que je constate, moi, mais la façon qu'ils ont de vivre, c'est avec les spectacles. Que ce soit en salle ou en festival, par exemple. Puis la musique sur les plateformes devient un peu comme une vitrine pour attirer les gens en salle. Donc, c'est là-dessus qu'on est en train de travailler. Il faut que ce soit plus visible. Mais je le disais tantôt, il faut changer aussi la façon dont on les soutient, les musiciens, au départ. Mais ça reste que c'est une source de revenus de moins, parce qu'avant, il y avait aussi les spectacles. Il y avait les disques et les spectacles. Il y avait toutes sortes de différentes sources. Là, il y a une source qui n'existe plus. Fait que là, on se fie juste sur une. Puis en plus, ben justement, si t'es pas capable de rejoindre le monde, c'est sûr qu'il y a plus d'artistes maintenant, mais justement, à l'époque des Cowboys Fringants, tout le monde savait c'était qui les Cowboys Fringants. Puis les artistes, on les voyait à la télévision. Il y a 3 albums qui sortent tous les vendredis. Puis tu savais c'était quoi les artistes québécois, j'ai l'impression, on les connaissait plus. Moi, je gagne ma vie en faisant ça, puis le monde me demande avec qui tu joues, tu sais. Ah, ben je fais de la tournée avec Ariane Roy, avec Le Roi, la Rose et le Loup, avec... puis là, connais pas. Mais est-ce que la question aussi que je me fais poser, et j'ai pas, moi comme ministre de la Culture, c'est difficile pour moi de répondre à ça, mais c'est, est-ce qu'on produit trop? Est-ce qu'on devrait produire un peu moins, mais produire mieux? C'est-à-dire, concrètement, dans l'industrie musicale,
on peut pas empêcher les gens de produire, puis personne ne veut empêcher les gens de produire, mais est-ce qu'on devrait mieux choisir les gens qui sont soutenus et les soutenir mieux, c'est-à-dire de façon plus généreuse, entre autres, dans la mise en marché. Là, on rentre dans le côté plus commercial, mais il reste que c'est nécessaire. Quand on produit un album, si on veut que les gens le connaissent, ça prend de la publicité et il faut être capable de le mettre en marché. Est-ce qu'on devrait mettre, disons, plutôt que de soutenir, je dis n'importe quoi, 100 musiciens ou 100 chanteurs ou chanteuses par année, est-ce qu'on devrait en soutenir 65, mais mieux les soutenir? Avec le même budget. Avec le même budget, mais les budgets sont en augmentation, on a quand même... Non, mais dans le sens, la différence entre les 100 à 65, mais avec la même enveloppe. Parce que, bon, on a un budget à chaque année. C'est une question que je me fais poser. Je trouve que c'est une bonne question. Comme ministre de la Culture, c'est sûr que c'est délicat parce que moi, je veux pas être le ministre de la Culture qui va dire on va produire moins. C'est pas mon rôle, c'est ça. Puis comme mais on m'en parle. C'est les 35 qu'on coupe, là, tu sais. Exact. Moi, je pense pas qu'on peut avoir trop de culture dans une société. Je veux dire, plus il y a d'offres pour le consommateur. Mais c'est vrai que plus tu dilues les enveloppes budgétaires pour les supporter, là. Ça, je le comprends, mais tu sais... C'est un peu crève-cœur comme réflexion, je trouve. Parce qu'on m'en parle vraiment en matière, par exemple, ça, c'est le bout moins intéressant peut-être, là, ou peut-être plus difficile de la discussion, mais en matière d'offres culturelles, tu sais, j'ai amené les statistiques. À Montréal, en quelques années, c'est 60% plus d'offres entre 2004 puis 2022. 60% plus d'offres culturelles. Il n'y a pas 60% plus de demandes. Non, la population a augmenté de 17%. Donc, c'est une super nouvelle. Tu augmentes de 17% de ta population, mais de 60% ton offre culturelle. On est une société créative. Ça, c'est super inspirant. Mais en même temps, c'est difficile de remplir tes salles parce que les gens ne sortent pas. Mais là, les salles, je vous rassure, sont quand même bien remplies en ce moment. C'est une bonne nouvelle. Mais c'est aussi la raison pour laquelle viennent à Montréal. Tu sais, les gens viennent visiter Montréal, c'est parce qu'il y a une offre culturelle, c'est parce qu'on a une culture qui est vivante. Donc, l'équilibre, je trouve, c'est des questions, moi, comme ministre, que je suis obligé de me poser. Je suis pas du tout en train de dire qu'on va couper dans l'offre, pas du tout. Là, vous voyez, on augmente les budgets, on veut soutenir la relève, tout ça. Il faut prendre des risques aussi, parce que pour avoir un artiste qui va vraiment percer puis qui va faire vibrer le Québec de façon très, très visible, il faut en avoir soutenu 100 avant. Là. C'est ça. Denis Villeneuve, pour devenir Denis Villeneuve, il faut que tu fasses des films au Québec, financés par le Québec, puis que tu te formes, tu te construises, puis après ça, tu fais rayonner. J'ai croisé Denis Villeneuve, je l'ai vu dans la rue l'autre jour, sur le plateau. Ça se dépose bien dans la discussion. Puis, ça m'a tellement fait de quoi de le voir. Ah ouais? Je pensais pas que ça allait me faire ça, puis j'ai pas... Tu sais, quand je vois quelqu'un de connu, je suis pas comme « Oh my God! Ah ouais. » Mais lui as-tu parlé? Je l'ai... Ou t'as figé? J'ai figé. On s'est croisés de même. Coin... Saint-Denis, Marianne. Fait qu'ils... Ceux qui veulent le voir, traîner dans ce coin-là. Jean Leloup, il se promène dans ce coin-là. Puis, je l'ai croisé, puis là, je disais, c'est Denis Villeneuve. Puis là, j'ai continué mon chemin. Puis après ça, je me suis dit... Puis je me dis jamais ça, j'aurais dû aller y parler parce que je veux pas déranger le monde, puis parce que j'ai pas, tu sais, cette fibre-là d'être fan de quelqu'un, à vouloir aller parler, mais je trouve tellement que c'est un ambassadeur incroyable, puis que je trouve tellement que ce qu'il fait rayonner le Québec, il va en entrevue à travers le monde avec son accent québécois gros comme le bras, puis ça ne dérange pas pantoute. Lui puis Georges Saint-Pierre. Avec son équipe, lui puis Georges Saint-Pierre, avec son équipe plein de Québécois, puis justement, tu sais, c'est des Denis Villeneuve comme ça qui nous rendent fiers en tant que société, qui rayonnent à l'international, qui mettent le Québec sur la map, ben ils existent à cause qu'on a pris des risques. Qu'on a pris des risques, qu'on était là pour les supporter. Puis Maelstrom, là, dans ses premiers films, c'est une drôle de bébite, là, tu sais, c'est un film, peut-être que sur papier, il y a du monde qui ont dit, pas sûr que ça va être un succès, mais ça prend ça aussi. Ça prend prendre des risques. Le gars, probablement, puis là, je vais faire de quoi de super stéréotypé, là, mais probablement que le gars qui aurait écouté Maelstrom, puis qui aurait vu à la fin, mettons, cinéfilm ou genre financé par le gouvernement du Québec, mettons. Il aurait vu, c'est la SODEC, j'avais Téléfilm Canada en tête. Mais fait que le gars qui aurait vu Maelstrom, qui aurait vu le logo de la SODEC, qui aurait chialé sur le fait que ses impôts payaient ça, c'est probablement la même personne qui regarde Dune puis qui est calissement fier
que ce soit un réalisateur québécois qui soit là, tu sais. C'est probablement dans le même champ de gens, là, tu sais. Ouais. Ben oui. De là, l'importance de prendre le risque, puis de défendre cette prise de risque là aussi, parce que c'est un peu comme en affaires, c'est-à-dire quand tu investis dans votre portefeuille de REER, si vous achetez des actions, on ne gagne pas toujours, mais l'important, c'est de prendre des risques, parce que c'est comme ça qu'à la fin, on a un rendement. Exact. Donc, je veux pas résumer le monde culturel à la finance, mais il faut prendre des risques. Puis comme ça, on s'assure d'avoir des grands succès. Puis j'ai envie de dire, faut pas non plus, par contre, toujours se mettre dans cet état d'esprit-là où la culture doit être rentable. Donc, on investit dans la relève, on prend des risques pour, oui, avoir des grands succès qui vont faire vibrer le Québec. Ça, c'est sûr. Mais il faut aussi financer la culture pour financer la culture, parce que même si c'est pas des grands succès, ça va toucher des gens quand même. Puis même si ça en touche moins, puis que c'est pas ce qu'on qualifie de succès commercial, pour moi, c'est quand même pas une dépense. C'est quand même un investissement, parce qu'il y a des gens que ça va faire vibrer, puis ça participe à construire qui on est, ça participe à construire notre identité. Oui. Puis tu sais, pour moi, mettons, l'art expérimental, c'est comme un peu la recherche fondamentale en sciences. Là. Tu sais pas ce que ça va donner, tu sais pas si... Mais il peut y avoir une découverte qui révolutionne le monde, là, tu sais. Puis justement, Maelstrom, c'est un film relativement expérimental, puis souvent, c'est ces trucs-là qui sont faits en marge, qui sont repris dans le mainstream, puis qui font quelque chose de complètement nouveau, puis qui explose, puis qui devient la prochaine affaire incroyable. T'sais. En cirque, en danse, par exemple, ça, c'est très fort, là, cette recherche-là. En danse, justement, les gens de l'écosystème me disaient, c'est plus difficile que ça a déjà été. On a plus de difficultés à innover, puis on le voit sur la scène internationale. Avant, on était davantage, on est encore très bon, mais on était davantage peut-être dans l'innovation. Là, on voit des gens arriver d'ailleurs qui sont peut-être un petit peu plus dans l'innovation que nous. Puis, t'as tout à fait raison. Parfois, c'est pas perceptible tout de suite, mais cet investissement-là fait qu'on leur donne du temps de répétition, du temps pour créer, puis à la fin, ça va peut-être se retrouver dans un spectacle là, je fais un parallèle vraiment grossier, mais dans un spectacle du Cirque du Soleil qui, là, va être vu par des millions de personnes, parce que ce mouvement-là, parce que ce concept-là a été développé, parce qu'on a pris des risques. Ouais. Donc, la prise de risque en culture comme en affaires, c'est important. Puis après ça, parlant de culture et d'affaires, il va tout le temps avoir du monde qui ont l'argument, là, les artistes, si votre affaire n'est pas rentable, posez-vous des questions. Puis si ça ne marche pas, moi, si ça ne marche pas mes affaires, je me réoriente ou je m'ajuste, tout ça. Là, tu me vois venir. C'est un personnage. Je suis un personnage parce que justement, cette prise de parole-là, que M. Abessiello de Salvatore a fait dans son char, c'était à la suite d'une entrevue à laquelle... Chez Marie-Louise Arsenault, à laquelle tu étais là, puis il était présent parce qu'il y avait un segment où il était invité aussi. Puis, moi, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça... j'ai trouvé son argumentaire débile, là, dans le sens que, clairement... Puis, tu sais, c'est quelqu'un qui connaît pas le domaine, qui connaît pas le milieu, qui se prononce, puis tout le monde a le droit de se prononcer, mais ça pousse à réfléchir sur est-ce que je dois me prononcer sur tous les sujets? Est-ce que parce que je peux me prononcer, je dois me prononcer sur tous les sujets dont je maîtrise zéro les fondements, tu sais? Mais après ça, tu sais, je me suis dit, si ce gars-là, tu sais, clairement, je le connais pas, puis je veux pas y prêter des intentions, mais possiblement que c'est pas la personne qui consomme le plus de culture québécoise, qui lit le plus d'auteurs québécois, puis qui va au théâtre, puis tout ça. Fait que pour lui, la plus-value d'investir, peut-être qu'il ne perçoit pas directement les bénéfices de ça, parce que peut-être qu'il la consomme pas tant que ça. Puis même dans son environnement à lui, s'il tient ces propos-là aussi ouvertement, comme si c'était une évidence, puis comme si c'était juste le gros bon sens, probablement que dans son monde à lui, les gens pensent en même, tu sais. Ses amis avec qui parlent. Mais son argumentaire sur sa vidéo, c'était pas la première fois que j'entendais ça. Là. Non, c'est ça. C'est répandu quand même. Exact. Puis c'est ça qui est triste aussi, c'est qu'au final, des gens au Québec, pour qui les artistes, c'est juste des têteux de subventions, puis ci, puis ça. Il existe ce discours-là. Tu sais. C'est dur de convaincre ces gens-là que c'est important, la culture, puis que ça a une valeur, puis qu'il ne faut pas juste y réfléchir à la culture en termes comptables, de rentabilité, puis que si ça n'est pas rentable, fait autre chose, parce que ça sert
à plus que ça. Ça sert à notre unité sociale. La liste est longue des choses à quoi ça sert. Mais c'est dur de convaincre ces gens-là qui sont déjà convaincus du contraire puis qui la consomment pas, qui la fréquentent pas vraiment, ces cultures-là. Puis peut-être que si on leur enlevait, par exemple, ils s'en rendraient compte, parce que peut-être qu'ils la consomment plus qu'ils pensent. Peut-être qu'ils l'écoutent la télé, dans le fond, puis la radio, tout ça. Ça me fait penser au livre « Si j'étais ministre de la Culture ». Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Non. C'est un album pour enfants où on parlait de la difficulté de négocier notre budget. Ouais. La ministre de la Culture, dans cet album-là, pour enfants, trouve ça très difficile, donc de négocier son budget parce que ses collègues ne veulent rien savoir. Puis là, elle décrète de mémoire, là, c'est comme une semaine ou une journée sans culture partout dans le pays. Puis là, c'est ça qu'elle dit. Elle dit, tu sais, pas de culture, ben ça veut dire, par exemple, pas de télé, ça veut dire pas de film, ça veut dire pas de musique, ça veut dire pas de musée, mais ça veut aussi dire des vêtements tous pareils, ça veut aussi dire des voitures tous pareilles, ça veut dire des choses pas très belles, parce que la culture, elle est partout. Ça rejoint un peu mais comment convaincre ces gens-là? Parce qu'il y en a beaucoup, il y a du monde en commentaire du podcast qui vont écrire « Vous êtes déconnectés, vous êtes parlé de subventions, tout ça. » Puis je comprends aussi... On peut se douter pour qui ont voté aujourd'hui, d'ailleurs. On peut se douter. Puis je peux même comprendre quelqu'un qui n'arrache, là. Quelqu'un qui n'arrache, là, qui travaille fort. Qui a de la misère à faire son épicerie. Qui a de la misère à arriver, qui a de la misère à faire son épicerie. Pour lui, théâtre, c'est un luxe, là, tu sais. Moi, je pense pas que c'est un luxe. Moi, je pense que c'est essentiel. Mais pour lui, peut-être que ça l'est. Puis lui, peut-être qu'il nous écoute puis qu'il trouve qu'on n'a pas rapport. Mais tout est dans l'équilibre. La culture, c'est 1% du budget de l'État. C'est 1% du budget. Il reste que la santé, c'est la moitié du budget. Donc, je pense que oui, ce débat-là va toujours exister, mais il faut mettre les choses en perspective. Puis, un parallèle intéressant, je trouve, c'est Louise Baudouin qui parlait de ça, puis je trouvais que c'était tellement bien apporté. Elle disait, on se bat tellement pour la survie de la biodiversité, puis au Québec, on est en faveur de ça, l'environnement. On est une nation qui est environnement parlant très combative. Là, on a ça dans nos valeurs. Est-ce qu'on pourrait avoir ce même débat-là? Est-ce que protéger des espèces animales, est-ce que protéger notre environnement, ça a un bénéfice demain matin? Non, mais on investit à long terme dans notre habitat. Je fais ce parallèle-là parce que protéger la biodiversité culturelle, en quelque sorte, c'est important. C'est important aussi. Si on veut protéger les espèces animales, pourquoi est-ce qu'on protégerait pas les nations, les cultures qui forment le monde aujourd'hui? Donc, c'est un peu, je trouve, la même chose. C'est important de préserver ça, d'investir là-dedans, dans qui on est. Parce que souvent, la langue qui fait partie de notre culture, elle est beaucoup influencée par notre consommation d'œuvres culturelles. Donc, je pense qu'il faut voir ça comme un investissement à long terme. Puis, c'est sûr que les propos que M. Abbassiello a tenus, ça représente des propos qui peuvent être tenus aussi par d'autres personnes. Mais si on investit juste dans des projets culturels qui sont rentables, je vous annonce que 90% des théâtres vont fermer, puis qu'il n'y aura à peu près pas de films à l'écran. C'est rentable. On pourrait dire que c'est rentable, la culture, dans le sens où ça a des retombées positives pour l'ensemble des Québécois, des Québécoises. C'est qui on est. On pourrait aussi dire que c'est économiquement rentable parce que ça participe au PIB, ça embauche. C'est ça. Moi, c'est ça la sous-question que j'avais dans... Admettons qu'on prend leur argumentaire. Je veux pas juste mettre le point sur Guillaume Abbassiello. Je pense pas que c'est ça l'objectif. Mettons qu'on reçoit cette critique-là ou ce point de vue-là, puis qu'on essaie d'utiliser leur propre raisonnement pour les convaincre. Fait qu'eux autres, ce qu'il faut là, pour un entrepreneur ou quelqu'un vraiment de droite, c'est de voir les retombées économiques. Chaque pièce investie, je veux voir qu'est-ce que ça me ramène. Mais si on prend cet argumentaire-là, je suis persuadé qu'on est capable de faire des études très larges. C'est ça, mais 1 million investi en culture, ça rapporte 1,1 million au PIB, produit intérieur brut. La moyenne des autres industries, c'est 1,06. Donc, on est un peu en haut de la moyenne. Là, en même temps, on peut faire dire ce qu'on veut, une moyenne. Donc, je veux juste que les gens pensent pas que... Mais si on fait la moyenne des industries, c'est 1,06. Puis nous autres, c'est 1... nous autres, c'est 1,1. La culture, c'est 1,1. Fait que c'est 10% de rendement, dans le fond.
essentiellement. Oui, on peut voir ça comme ça. Comme je dis, on peut faire dire un peu ce qu'on veut. Mais c'est ça, mais n'importe quel investissement à 10% de rendement, c'est légendaire. Là. Ben, je pense que ces chiffres-là démontrent que ça participe effectivement à l'économie. Donc, fait que si c'est ça leur argument principal, moi, c'est comme c'est par là que je le prendrais. Parce que tu les convaincras pas que la c'est important pour bâtir la fierté du pays, puis la diversité culturelle. Puis ça, là, c'est mort, cet argument-là. Quand tu parles à des gens qui se filment dans leur char pour dire ça, ça, c'est fini. Là. Tu sors d'une entrevue, puis tu prends ton sel pour dire ça, tu ne réussiras pas à le convaincre que les théâtres, c'est important pour la vie culturelle. Cet argument-là, il ne marchera pas avec ce monde-là. Mais si l'argument qui est leur argument à eux, qui est un argument économique, prouve qu'investir en culture, économiquement, ça a un rendement positif, ben c'est tout ce qu'ils ont besoin de savoir. Là. Ouais, puis aussi, tu sais, pourquoi tu décides de parler du truc qui est 1% du budget? Tu sais, quand il y a tous les secteurs, tu pourrais dire, ben, mais les routes, pourquoi c'est moi qui paye pour ça? La santé, c'est pourquoi c'est moi qui paye pour ça? De parler de ça, même s'ils décident de parler de ça, si c'est un investissement positif, qui a un rendement positif, ben de quoi tu te plains? Ouais. Il y a plein de places qu'on donne de l'argent. Il y a beaucoup d'investissements qu'on fait dans des entreprises qui ne fonctionnent pas aussi. Là. Oui. Du financement qu'on perd. Ce que je disais tantôt, il faut prendre des risques. Il faut prendre des risques. En économie, les chiffres sont plus gros, c'est sûr. Fait que parfois, on se fait reprocher des investissements qui n'ont pas fonctionné, mais je crois ça. Mais c'est compliqué de parler de ça. C'est sûr que 250 millions versus le financement à une artiste québécoise, c'est pas le même dossier. On n'est pas dans les mêmes univers, c'est vrai. C'est un dossier qui est compliqué parce que, tu sais, on peut le voir de plein de façons différentes, mais quand on injecte 1 million en culture, ça participe au PIB à hauteur de 1,1 million. Je le disais, la moyenne des industries, c'est 1,06. Donc, on est en haut. Après ça, c'est sûr que ça prend ces investissements publics dont je viens de parler si on veut que l'industrie, que la culture au Québec fonctionne. Après, quand on prend chacun des projets culturels au Québec, on ne peut pas s'attendre à ce que chacun des projets soit rentable. Ça n'arrivera jamais, puis il ne faut pas souhaiter ça parce que il y a des œuvres qu'on doit soutenir parce que c'est important pour le Québec, c'est important pour notre identité, mais l'important, c'est de voir ça globalement. Puis je pense que les Québécois le voient. Il y a un sondage léger qui nous démontrait qu'il y a 79%, donc 8 personnes sur 10 au Québec, si on arrondit, qui croient que investir en culture, c'est renforcer la démocratie, ou disons plus exactement que la culture, ça vient renforcer la démocratie. Moi, je trouve que ça, c'est inspirant. Surtout quand on voit ce qui se passe au sud de la frontière. Donc, je pense qu'il faut... parce qu'on pourrait aller sur le terrain de la rentabilité ou pas, mais au-delà de dire est-ce que c'est rentable ou pas, moi, je pense que oui. Mais en plus de ça, même si ce ne l'était pas, je pense que ce serait rentable. Ça, moi, je suis convaincu de ça, là, tu sais. Mais mon point, c'était juste de dire, ben reprenons leur propre argumentaire. Si on a nous-mêmes cette stat-là de notre côté, si cette stat-là est du côté de la culture, utilisons-la là, parce qu'on l'a. Puis on peut pas gérer, je disais un peu après la sortie de M. Abbassiello, la culture, c'est pas une boîte de pizza, c'est-à-dire on peut pas gérer la culture comme on gère une entreprise. Quand on est ministre de la Culture, on peut pas faire comme si on était PDG d'une entreprise où là, il faut absolument justement assurer une rentabilité pour les actionnaires, tout ça. On peut s'inspirer de certains concepts qui se font dans le privé puis dans le monde entrepreneurial parce qu'on a beaucoup d'entrepreneurs culturels, parce qu'il faut les soutenir. Ça nous prend une banque d'affaires solide à la SODEC. Ça nous prend justement une professionnalisation aussi de nos gestionnaires culturels. On peut s'inspirer de ça, mais le fondement sur lequel on travaille, puis l'objectif, il est très, très différent de celui d'une entreprise privée. Donc, c'est sûr que quand un entrepreneur, quand un gestionnaire d'entreprise privée regarde ce qu'on fait en culture, il va nous dire, ouais, on pourrait améliorer ci, on pourrait faire ça. Il y a peut-être des sujets sur lesquels il va avoir raison, mais il reste qu'à la fin, on ne vend pas des pizzas, on ne vend pas des sacs de patates ou des ordinateurs, on participe à créer qui on est. Donc, il y a des différences majeures. 100%. Puis, je fais juste la parenthèse aussi pour dire, Guillaume Abbassiello, moi, j'ai rien contre lui, dans le sens où j'ai trouvé ça plate parce que... vous auriez pu en parler ensemble. Ben oui. Il s'est pas exprimé très fort durant quand il y avait le micro. Il a posé une question à un moment donné, Alexis Durand-Brault, il a répondu, mais c'était pas très frontal. Puis là, c'est ça, il a attendu d'être dans son auto. J'ai trouvé ça...
je veux pas utiliser d'adjectif, mais j'ai trouvé ça dommage, disons ça, parce que j'aurais aimé ça qu'on puisse avoir la discussion. Puis c'est que les chiffres sur lesquels il s'est basé, ils sont pas vrais. C'est-à-dire, c'est pas vrai que nos salles sont vides. C'est pas vrai que ce qu'on fait, c'est pas bon. C'est consommé pleines, ici, c'est consommé ailleurs. C'est plein. C'est sold out partout. Il y avait des éléments qui étaient factuellement inexacts. Puis l'autre élément, quand je dis que j'ai rien contre lui, c'est j'ai trouvé ça dommage parce que c'est une entreprise québécoise dans un contexte où on veut encourager l'économie québécoise de 5e génération. Une belle histoire de reprenariat, vraiment chill. Là. Puis là, les gens parlaient de boycott. Puis là, je me disais, c'est pas ça le point non plus. On veut pas non plus ça, mais on peut pas, à mon sens, tenir des propos comme ça sans penser que les artistes vont réagir. Bref, ça a été dit, là. J'espère que maintenant. Puis, pour moi, c'est juste un. Ben oui. Mais c'est juste un non-argument pour moi parce que toutes les industries sont soutenues par le gouvernement. Ben oui, lui aussi. Lui, Salvatore a reçu des subventions gouvernementales pour leur site web ou je sais pas trop quoi. Fait que, tu sais, c'est comme. Pourquoi tu t'acharnes sur ce 1% du budget-là qui représente pas grand-chose. D'après moi, c'est ça. Le budget en santé, d'après moi, si on veut vraiment s'attaquer à comme du rendement puis de l'efficacité, d'après moi, on pourrait se mettre le nez là-dedans. Dans ce système-là. Tu sais, je suis pas expert, là, mais... Bref. Très cool. Merci beaucoup pour cette conversation-là. C'était vraiment un grand plaisir. Un plaisir. Un format auquel je suis pas habitué. Ouais. Comment c'était ta première expérience de podcast? D'abord, c'est la première fois que je donne une entrevue sans veston. Quand c'est au téléphone. Pas de veston. même pendant la COVID, des fois, il y avait un veston, mais des bobettes en dessous, des boxeurs. Ouais, ça, c'est toujours dangereux, ça. Mais, ça va rester, c'est ça. On n'écrira pas là. Enseveli. Mais non, puis on sort un peu de notre zone de confort, c'est-à-dire avoir une entrevue où on peut parler de ce qu'on pense, puis de ce qu'on... Puis de qu'est-ce qui guide nos décisions. Pas juste parler de nos décisions, puis de pourquoi on les prend, mais de parler de qu'est-ce qui nous amène à prendre ces décisions-là. C'est rare, des entrevues. Là, je sais pas, on a fait combien de temps? 1 heure? 1h20, 1h20, donc c'est assez rare. Donc, ça prouve, je peux peut-être terminer là-dessus, que les podcasts et ce qu'on appelle les nouveaux médias, même s'ils sont de moins en moins nouveaux, ont vraiment leur raison d'être au Québec. Puis je pense que quand on parlait de revoir la façon dont on soutient nos artistes, puis dont on finance les industries, l'industrie en culture, moi, je pense qu'il faut ouvrir la porte au podcast. Donc, on est en train de travailler là-dessus, notamment. On a un email que je te donnerai après. Non, mais c'est important. On peut discuter de ça, tout à fait. Pour rejoindre les jeunes. Puis je vous donne un exemple, là, ça m'a frappé. Puis je nommerai pas le podcast, mais il y a quelqu'un une de mes amies qui a produit un documentaire. Puis là, elle me dit, je suis invité à tel podcast pour aller en parler. Et là, je dis, wow, c'est super. Est-ce que ce podcast-là rejoint beaucoup de gens? Et là, mon ami me répond, c'est un peu le tout le monde en parle des jeunes. Là, je trouve que ça, c'est une image qui est forte. C'est-à-dire, quand les gens sortent, par exemple, un documentaire, un livre, ils veulent aller à tout le monde en parle, parler à une certaine génération. Mais on a des équivalents aussi pour les jeunes. Puis souvent, c'est dans des podcasts qui soient très nichés ou qui soient plus grand public. Ces podcasts-là, faut pas les snobber. Puis on a été long, je trouve, à s'adapter au Québec à ça. Mais là, pour moi, c'est important. Dans le groupe de travail que j'ai créé sur l'avenir de l'audiovisuel, c'était un des éléments dans leur mandat. Là. Je leur ai dit, il faut absolument regarder ce qui se fait dans le numérique, puis il faut permettre aux podcasts notamment, mais aussi aux gens qui produisent du contenu pour YouTube, par exemple, ou pour d'autres plateformes, d'avoir accès, en quelque sorte, à du soutien, parce que les jeunes, c'est là qu'ils sont. Oui. Donc, il faut pas... Nous autres, on a tous construit ça sans soutien, mais on en prendrait du soutien s'il y en avait. on serait preneurs. Je pense qu'il faut ouvrir la porte au podcast. Vous voyez, je l'ai dit à la fin pour ne pas influencer votre traitement. C'est super. Il y a une question que je voulais te poser, que j'ai oublié de te poser. Tu as encore 5 minutes? Ben oui. Il y a une initiative, on a parlé beaucoup de découvrabilité, puis... Musique Québec. Exact. Musique Québec est une initiative où, dans le fond, c'est de la curation. Finalement, c'est des gens qui créent des listes de lecture. Justement, c'est des humains. Puis là, justement, au lieu de se fier à l'algorithme Spotify qu'on sait qui ne nous propose pas de musique francophone, qui ne nous propose pas de choses qui sortent un peu de notre bulle algorithmique, ça sert justement à faire découvrir des nouveaux artistes aux gens. T'sais. Puis là, ils ont demandé plus de soutien. Puis,
ils disent se cogner à une porte close ou... C'est plus nuancé que ça. Mais d'abord, j'ai envie de dire... Parce que l'initiative est intéressante. Ben oui, c'est une super initiative. Je trouve que c'est très bien. J'ai regardé ça. Ça me semble très, très porteur. Mais, tu sais, j'aurais plusieurs choses à dire, mais si je me concentre sur 2 ou 3 affaires, premièrement, on a répondu présent. D'abord, l'agent de développement numérique, l'ADN, qui travaille sur ce projet-là, est subventionné par le gouvernement du Québec. Ça, c'est une chose. Donc, on a participé. Deuxièmement, l'organisme a reçu 100 000 $ pour le démarrage du projet. Donc là, deuxième élément qui dit on croit à l'idée, là, on l'a subventionné. Ouais. Maintenant, ça fait 2 mois, pas 2 ans, pas 10 ans, ça fait 2 mois que c'est lancé. Et là, effectivement, on n'a pas tout de suite confirmé qu'on allait octroyer une autre subvention. Là, je comprends que le fédéral l'a fait. Je pense que si on faisait la colonne des dossiers où le Québec et le fédéral, notre colonne serait pas mal plus longue, là, ceci dit, mais ça fait 2 mois. Ce qu'on leur a dit, c'est on est en train de regarder ça. Le ministère de la Culture, effectivement, on a dit que pour l'instant, c'était pas le bon moment pour nous. Ça fait 2 mois, je le répète. Il y a des organisations qui attendent des années là, avant d'avoir du soutien. Ce qu'on leur a demandé, c'est de travailler avec le Conseil des arts et des lettres du Québec. Ils ont déposé leur demande, d'ailleurs. Leur demande est en train d'être analysée. Donc, je comprends qu'ils ont choisi d'aller dans les médias puis de nous mettre de la pression de cette façon-là. Ça leur appartient. Moi, j'ai envie de dire, on est habitué de travailler avec nos partenaires, de faire avancer des dossiers. C'est vrai que c'est un projet qui est intéressant. Faisons les choses dans l'ordre. Faisons les choses dans l'ordre. Le Calque est en train d'analyser ça dans le cadre d'un programme qui sert justement à financer des projets qui ne cadrent peut-être pas dans les cases habituelles des programmes. On a un programme pour les projets qui n'ont pas de programme. Donc, le Calque est en train de regarder ça. C'est pas un nom définitif, mais je comprends que quand on est passionné, c'est pas une critique, mais quand on est passionné... 2 mois, c'est long, mais quand tu as avoir la réponse demain matin, mais nous, en même temps, on gère des fonds publics, on s'est déjà engagé, ça nous prend des données, ça nous prend ils nous en ont fourni, on a regardé ça, ils nous disaient avoir pas toutes les informations, le feedback qu'ils aimeraient avoir, la rétroaction qu'ils aimeraient avoir, on leur a donné, donc on a fait ce travail-là, mais là, on leur a demandé de travailler avec le Conseil des arts et des lettres, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Donc, moi, je persiste à dire que c'est un beau projet, puis qu'on va le traiter avec toute l'attention qu'il mérite. Nonobstant les sorties dans les journaux, là, pour moi, ça, ça leur appartient. Ouais. Mais nous, on ne travaille pas avec cette pression-là. On travaille sur le fond du dossier, puis le dossier me semble intéressant. Là, il y a des choses à confirmer, mais le dossier est intéressant. Je comprends. Mais l'histoire aussi a prouvé que mettre de la pression, justement, tu sais, il y a eu des revendications pour avoir un plus gros financement au Calque. Ouais, mais là, on est allé dans les médias. Mais là, c'est différent. Là, ça, c'est un fait qu'il faut un peu chialer des fois pour avoir... C'est un objectif de société, c'est-à-dire investir plus d'argent, atteindre le 200 millions de dollars en dépenses de programme au Calque. Ça, c'est un objectif qui est j'ai envie de dire, qui est un objectif de société. Là, investir dans un projet particulier, vous comprenez que si tous les entrepreneurs se mettent à faire ça, comme ministre, moi, je peux pas discrétionnairement comme ça accorder un projet à un, pas l'accorder à l'autre, alors qu'on n'a parfois pas de programme. Il faut faire les choses dans l'ordre. On les a référés au Conseil des arts et des lettres. Il y a un programme pour les projets qui n'ont pas de programme. Ils sont en train d'analyser ça. Puis moi, je suis pas du tout pessimiste sur la suite des choses, mais il faut faire les choses dans l'ordre. Je comprends. Ouais. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci de m'avoir invité.